Thomas Soto. Et il y en a encore des infos avec les experts ce matin, avec évidemment Alex Taylor qui va nous parler d'Europe. Good morning Alex. Oui, je voulais vous faire ni hao pour vous en chinois, Pour le pour chinois. vous désorienter, mais ce matin c'est Bună ziua qui est bonjour en roumain. En roumain, Axel de Tarlet va nous parler éco et Viagra. Alexandre Cara va nous parler de Philippe de Villiers, c'est un peu retour vers le futur. Et Anne Le Gall fête un anniversaire, donc je ne vous dis pas qui, on est en train de préparer les bougies. À tout de suite, bonjour à tous. Bonjour Thomas. Axel de Tarlet, le géant américain de pharmacie Pfizer, l'inventeur du Viagra, change de nationalité. Pfizer va devenir irlandais pour payer moins d'impôts, c'est Oui, ça ? vous vous rendez compte de la folie fiscale qui agite ces grands groupes. On parle quand même du numéro 1 américain, l'inventeur du C'est un géant. l'inventeur du Viagra. Et on a l'impression que sa première préoccupation, c'est plus de trouver la molécule miracle pour sauver des gens. Sa première préoccupation, c'est de payer moins d'impôts. Mais son patron le dit. Il le dit très clairement dans une interview au Wall Street Journal. Il dit qu'il est excédé par le niveau des impôts aux États-Unis, notamment l'impôt sur les bénéfices, 35%, qu'il est désavantagé par rapport à ses concurrents européens, notamment en Irlande, où on paye que 12% d'impôts sur les bénéfices. Alors c'est vrai que quand vous faites 9 milliards de profits, j'ai fait le calcul, ça fait 2,5 milliards en plus pour les États-Unis. Du coup, ni une ni deux, quelle est la dernière initiative de ce patron américain ? On va devenir irlandais. Donc il a trouvé un petit laboratoire, il a trouvé un laboratoire en Irlande qui s'appelle Allergan. Donc Pfizer va racheter ce laboratoire irlandais. Il va pratiquer ce qu'on appelle l'inversion fiscale. Hop, ni une ni deux, le siège va basculer de New York à Dublin. Et voilà comment la petite Irlande, 4 millions d'habitants, va devenir le siège du numéro 1 mondial de la pharmacie. Autant vous dire que les Américains, le Congrès américain, est furieux contre ce genre de pratique. Voilà. Axel, quand on vous écoute, on se dit, voilà, c'est de la bidouille. Mais est-ce que c'est légal de s'installer comme ça en Irlande fiscalement ? Et oui, parce que l'activité va rester aux États-Unis, évidemment. Évidemment, c'est légal et c'est précisément ce que dénonçait hier justement un rapport de 15 ONG, qui dénoncent cette concurrence. Parce que les responsables, ce sont nous les Européens. C'est en Europe qu'on a cette concurrence fiscale débridée où chacun essaye de piquer le riche du voisin. Donc vous avez les Irlandais qui essayent d'attirer chez eux tous les sièges sociaux des grands groupes européens et mondiaux, mais vous avez la même chose, vous avez les Portugais qui essayent d'attirer chez eux tous les retraités d'Europe en leur promettant 0 impôt si vous venez passer votre retraite en Europe. Même les Français, le rapport dénonce le crédit impôt recherche où les Français essayent d'attirer chez eux les laboratoires qui font de la recherche en France. Les grands perdants dans tout ça, ce sont évidemment nos recettes fiscales, parce que vous avez Facebook qui va s'installer ou Google qui va s'installer en Irlande, etc. Cette concurrence fiscale est un harakiri fiscal. Voilà. Et je lisais un papier dans Le Monde, dans l'avion cette nuit, sur Uber aussi, qui visiblement délocalise une partie aux Pays-Bas. Alex Taylor, on parle de la Roumanie, de cet incendie dramatique dans une discothèque de Bucarest, un dernier bilan de 32 morts. Ça vire à l'affaire politique là-bas et même au scandale. Oui, effectivement, 32 morts, 200 blessés dans un spectacle, je vous rappelle, pyrotechnique qui a mal tourné dans un concert de hard rock dans une ancienne fabrique de chaussures qui n'avait pas l'autorisation d'être boîte. Hier, les 3 patrons ont été placés en détention provisoire pour homicide involontaire. Et pourquoi ça prend une tournure politique ? Ça ressemble à un fait divers quand même. Justement, hier soir, de grosses manifestations au centre de Bucarest, 30 000 personnes exigeant la démission du Premier ministre et du ministre de l'Intérieur. On a même vu le drapeau troué roumain, vous vous rappelez, comme au temps de Ceausescu il y a 25 ans. Il faut savoir que le président conservateur a soutenu la manif, parlant hier sur sa page Facebook d'un vrai sentiment de révolte qui vient de la rue. La corruption ne peut pas continuer, dit-il, au point qu'elle tue. Il est complètement à couteau tiré avec le Premier ministre, Victor Ponta, qui est social-démocrate et qui est accusé de faux en écriture, de complicité d'évasion fiscale et de blanchiment d'argent du temps où il était avocat. Donc lui, il doit passer incessamment sous peu devant les tribunaux. Qu'est-ce que ça change pour l'Europe, finalement, cette instabilité en Roumanie ? On n'a pas besoin d'instabilité justement supplémentaire dans un pays qui est voisin de l'Ukraine, avec toutes les tensions avec la Russie en ce moment. Moi, j'ai été à Bucarest cet été. Il faut dire que c'est une ville qui est un peu en train de renaître de ses cendres communistes, qui a un côté un peu branché. Le centre de la ville devient très sympathique, mais j'ai remarqué une véritable différence entre une certaine élite un peu bling-bling, minoritaire, et puis la vaste majorité des gens. Le salaire moyen est à 450 €. Donc ils ont un sentiment en ce moment qui est un peu dangereux de déception vis-à-vis de l'Europe. L'Europe ne leur a pas rapporté ce qu'ils attendaient. Voilà une crise politique qui couve, donc visiblement du côté de la Roumanie, nous dit Alex Taylor ce matin. Alexandre Cara, je me tourne vers vous, on va parler politique.
Et donc voilà que Philippe de Villiers s'interroge sur un possible retour sur la scène politique. En général, quand on s'interroge, c'est qu'on sait déjà ce qu'on veut faire, non ? Oui, Thomas, tout arrive. Philippe de Villiers, qui avait quelque peu disparu des écrans radars depuis 2007, ne veut s'interdire aucune possibilité. Par exemple, il réfléchit très sérieusement à la possibilité d'être candidat en 2017. Et quand ses amis l'interrogent, il confie que s'il se présentait, selon lui, il dépasserait largement les 5% des voix. Il évoque même le chiffre de 8% des voix. Mais qu'est-ce qui pousse aujourd'hui Philippe de Villiers à sortir ainsi de sa retraite politique ? Eh bien, l'élément principal, Axel, c'est le succès de son livre. Son livre intitulé « Le moment est venu de dire ce que j'ai vu » est sorti depuis à peine un mois. Il a été tiré à 100 000 exemplaires et surtout, il s'est vendu à près de 30 000 exemplaires. Philippe de Villiers va commencer une série de conférences dans toute la France. La première se tiendra aujourd'hui à Versailles et c'est en fonction de l'accueil qui sera réservé à cette tournée par le public que Philippe de Villiers prendra sa décision. Mais franchement, Alexandre, vous le dites, il espère faire 5-8% mieux, donc il rêve pas d'être élu. Est-ce qu'il n'est pas un peu has-been, Philippe de Villiers ? Est-ce qu'il peut vraiment revenir ? Est-ce qu'on l'attend dans le jeu politique aujourd'hui ? C'est en tout cas lui ce qu'il croit. Son analyse est simple. Selon lui, il y a un espace politique important à la droite des Républicains et à la gauche du FN. D'ailleurs, selon lui, sur les questions de société, Marine Le Pen est libertaire et son programme économique est d'extrême gauche. Ah, carrément. Voilà. Si j'ajoute à cela qu'un sondage IFOP, commandé par l'hebdomadaire Valeurs Actuelles, dit qu'un tiers des électeurs de droite et du FN considèrent que son retour serait une bonne chose, vous voyez, il y a de quoi se voir pousser des ailes et avoir de l'ambition. Oui, Alex, moi qui vis dans votre pays depuis 35 ans, j'ai constaté une chose, c'est que contrairement à pratiquement tous les autres pays européens autour, il n'y a pas beaucoup de renouveau. C'est toujours les mêmes qui reviennent. Comment vous expliquez ça ? Alain Juppé, il n'y a pas très longtemps, a plaisanté là-dessus. Il disait qu'en gros, en politique, il n'y a qu'une mort, c'est la mort physique, c'est quand on est sous terre. Sinon, on peut toujours renaître. Il a du mal à dire il autre sait de quoi chose il parce parle. qu'il était Premier ministre en 95. Laurent Fabius était Exactement. Premier ministre en 84. Tiens, si on innovait. Retrouvez l'innovation du jour avec EDF. Le voilà donc cet anniversaire, Anne Le Gall, et vous nous emmenez à bord d'ISS, la Station Spatiale Internationale, qui a donc fêté ses 15 ans et qui continue d'innover. Oui, ce laboratoire qui a la taille d'un appartement de 6 chambres et qui vole à 370 km au-dessus de nos têtes, eh bien ce laboratoire est occupé de façon permanente depuis novembre 2000 par 6 membres d'équipage donc qui font de la recherche et donc ce laboratoire continue d'innover puisqu'on va encore l'exploiter jusqu'en 2020 ou jusqu'en 2024. Et qu'est-ce qu'on cherche là, 400 km au-dessus de nos têtes ? Alors on cherche essentiellement... Qu'est-ce qu'on trouve d'ailleurs ? Voilà. Et ben, déjà on cherche à savoir comment l'homme pourrait survivre plusieurs années dans l'espace dans le cadre de missions vers Mars, peut-être à partir de 2030. Donc ça veut dire que ces chercheurs étudient l'effet de la pesanteur sur la perte musculaire et osseuse. Ils veulent innover dans le recyclage. Aujourd'hui, il y a 65% de l'eau, y compris l'urine, qui est recyclée à bord de l'ISS. C'est ce que m'indiquait Olivier Sanguy de la Cité de l'Espace à Toulouse hier. Et puis l'ISS est aussi un laboratoire de chimie et de botanique parce qu'en étudiant les molécules et les plantes en apesanteur, eh bien, on explore aussi des pistes pour les médicaments et pour l'alimentation de demain. Bon, mais quel est l'avenir de l'ISS ? Un laboratoire vieux de 15 ans, ça a encore des chances d'innover ? Oui, ça innove, puisque les équipes se renouvellent tous les 6 mois. Et par exemple, en novembre prochain, novembre 2016, c'est un Français, c'est Thomas Pesquet, qui montera à bord de l'ISS pour mener une 60aine d'expériences nouvelles. Et puis à l'avenir, on attend aussi beaucoup des recherches autour de l'astronaute américain Scott Kelly. Il détient le record du nombre de jours passés dans l'espace pour un Américain. Et il a la particularité d'avoir un frère jumeau qui est aussi astronaute, qui est resté sur Terre. Et donc, en comparant les organismes de ces deux hommes, eh bien, on verra quel est l'effet prolongé de l'apesanteur sur le corps humain. Et l'ancêtre... C'était exprès J'imagine que ça a joué dans son CV. Dans la sélection, je pense. Hein. Juste Mir, l'ancêtre d'ISS, hop, disparu, eh bien, boum, Mir a volatilisé. disparu justement au bout de 15 ans. Donc, l'ISS fera mieux. Mir a été désintégré au bout de 15 ans. Merci beaucoup, les amis. À demain, 7h15 pour les experts d'Europe 1. À demain. À demain.